Donc, qu'est-ce que la jeunesse selon vous? Plus de la moitié d'entre vous disent donc les 16-25 ans, 38% les 18-30 ans, 27% la jeunesse n'est qu'un mot, comme disait Bourdieu, et 16% que la jeunesse, c'est dans la tête. Ça nous permet donc de demander donc, à Laurent Lardeux qui sont les jeunes, qui est considéré comme jeune, qu'est-ce qu'on appelle la jeunesse aujourd'hui? Déjà, on voit que c'est très partagé dans les réponses qui ont été données. Parce que je pense que finalement, toutes les réponses un peu ont une part de vérité. Donc, tout le monde a un peu raison. Et puis, on peut passer à la question suivante. Non, plus sérieusement, en fait, il y en a une modalité de réponse qui me semble en fait encore plus pertinente que les autres. Donc, pas seulement parce qu'elle est issue d'une réflexion de Pierre Bourdieu, mais parce qu'elle résume en fait assez bien la difficulté en fait de la terminologie en fait à employer quand on parle de jeunes. En fait, quand Bourdieu, je pense que c'est important de le dire, quand Bourdieu quand il dit que la jeunesse n'est qu'un mot, en fait, c'est surtout, je pense, pour rappeler que le terme n'a pas de consistance en fait en soi, n'a aucune réalité sociologique en tant que telle. C'est un terme qui sonne creux, qui ne sert qu'à désigner finalement de manière très schématique, très arbitraire, un ensemble d'individus, des individus qui n'auraient finalement que pour seul dénominateur commun finalement que leur âge. Donc non seulement c'est très réducteur, mais surtout, et ça c'est important, ça invisibilise en fait, ça efface toutes les autres caractéristiques que sont par exemple l'origine sociale, l'origine ethno-raciale, les questions de genre, de niveau d'études, de territoire de vie. Donc autant de variables en fait qui clivent, qui fragmentent, qui fractionnent en fait cet ensemble hétéroclite que l'on appelle rapidement, schématiquement les jeunes. Et donc voilà, ça c'est important, c'est-à-dire que si on prend en compte en fait ces différentes variables, on se rend en fait très vite compte que de toute la variété, de toute la diversité de cette population en fait. Et finalement, la jeunesse, ce n'est pas qu'un âge biologique, c'est-à-dire un âge biologique qui serait défini par des bornes inférieures et des bornes supérieures à partir desquelles en fait on pourrait, malgré tout l'arbitraire que peut comporter cette démarche de repérer le groupe constitué, en fait c'est surtout, je pense, un statut qui est défini déjà par des politiques publiques qui contribuent aussi, c'est important de le souligner, qui contribuent aussi à construire une catégorie de la population, notamment à travers l'élaboration de réponses, de politiques spécifiques. Et donc, ça a une validité, surtout une existence en fait institutionnelle. Donc ça, faut le rappeler. Ensuite, il y a quand même une définition, je pense, sociologique que l'on peut donner de la jeunesse. C'est une période surtout de transition de vie marquée par le franchissement de nouvelles étapes clés, donc des étapes qui sont liées par exemple à la décohabitation, donc le départ du foyer parental, le premier emploi, l'entrée dans la vie conjugale, l'autonomie financière également. Donc, tout un ensemble en fait, d'étapes, de nouvelles étapes qui vont arriver finalement sur un temps très court. Et donc, par rapport à ces différents paliers, ces différents seuils, ces différentes étapes, en fait, il y a plusieurs choses à en dire déjà dans le contexte contemporain par rapport à cette jeunesse. C'est déjà que la première chose, c'est que tous les jeunes, en fait, déjà ne franchissent pas ces paliers au même moment. C'est-à-dire que c'est toujours difficile, périlleux, de donner des délimitations précises sur qui est jeune et qui ne l'est pas ou plus. Donc, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur la borne inférieure et supérieure, tout simplement parce que déjà, il n'y a aucun jeune qui va franchir ces paliers au même moment. Ensuite, la deuxième chose, ça aussi, c'est important de le souligner, c'est qu'il y a une très forte discontinuité, en fait, une réversibilité dans chacune de ces phases. C'est-à-dire que, par exemple, l'emploi qui est devenu de plus en plus précaire, du coup, les répercussions de ça, c'est que le départ, par exemple, du foyer parental est devenu lui aussi parfois provisoire, avec des situations parfois de retour chez les parents, avec une autonomie financière qui est également réversible pendant de longues années. Donc tout ça pour dire que la durée finalement des étapes de transition vers l'âge adulte n'a cessé en fait de s'allonger ces 40 dernières années. Donc ça, il faut le rappeler. D'abord parce que la précarisation, il y a une précarisation accrue déjà de l'entrée sur le marché de l'emploi. Et c'est cet accès-là au marché de l'emploi ensuite qui va conditionner finalement très largement ensuite l'accès notamment à l'autonomie, la possibilité ensuite de quitter le foyer parental, l'entrée dans la conjugalité par exemple. Et ensuite, l'autre chose importante, c'est que si cet allongement-là concerne l'ensemble des nouvelles générations, on voit aussi qu'il y a de nombreux travaux aussi qui soulignent qu'il y a des fortes inégalités au niveau intragénérationnel. Donc,
au sein même de la génération, au sein même de cette catégorie des jeunes. Donc des inégalités dans les conditions d'entrée vers l'âge adulte, avec ce qu'on va voir, un effritement en fait, des seuils de transition qui va fragiliser de manière accrue certaines catégories de jeunes. Là, je renvoie notamment aux travaux de Camille Penny, qui montrent bien en fait, cette précarisation accrue en fait, de la jeunesse contemporaine. Donc, plus particulièrement celles et ceux qui vont avoir un plus faible niveau de diplôme, notamment. On voit que le niveau de diplôme a des répercussions importantes ensuite. Donc, on voit que quand on parle de jeunes, tout ça pour résumer, c'est qu'on réunit en fait sous ce même terme des univers sociaux, économiques, territoriaux en fait très différents, qui posent la question en fait de la validité en fait de ces catégories de la jeunesse. Mais maintenant, alors bien sûr, quand on travaille sur la jeunesse, on doit bien sûr définir des bornes d'âge. Et ces bornes d'âge, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'elles ne sont pas immuables, elles ne sont pas inscrites dans le marbre. C'est-à-dire qu'on va voir par exemple que l'INSEE, dans ses statistiques publiques, va retenir généralement les 18-29 ans. Mais malgré tout, il importe aussi d'adapter en fait, ces bornes selon les enquêtes, par exemple, sur lesquelles on peut travailler. Par exemple, l'enquête que j'ai réalisée sur les jeunes élus municipaux. Donc là, si je n'avais retenu en fait que les 18-29 ans, en fait, force est de constater que finalement, je n'aurais eu que très peu de jeunes dans mon échantillon. Et c'est encore plus vrai si je n'avais retenu que des maires dans l'échantillon. Là, les 18-29 ans, il n'y en a quasiment pas. Donc, ce qui oblige aussi parfois à remonter la borne d'âge supérieure, en fait, pour avoir finalement un échantillon plus important et pour travailler sur la jeunesse, quand on sait que des moins de 35 ans, quand on est maire, on reste un jeune maire, par exemple. Donc, tout ça pour dire que voilà, les choses ne sont pas inscrites dans le marbre, mais sont sujettes forcément à caution, quoi. Alors là, Sarah, je ne t'entends pas. Non, on ne t'entend pas, mais je crois que tout à l'heure, ça avait bugué comme ça aussi. Est-ce que vous m'entendez maintenant ou pas? Oui. Je vais parler sans mon casque alors. Je voulais vous poser à tous une deuxième question qu'on posera ensuite de nouveau à Laurent Lardeux. Donc, j'ouvre tout de suite le vote, mais c'est selon vous, comment a évolué donc, le rapport de ces jeunesses, de ces jeunes à la démocratie en France depuis 20 ans? Voilà, je vous laisse lire les différents items et voter chacun. Donc, une confiance accrue envers les institutions et les décideurs politiques, un éloignement de la démocratie, une attirance pour des leaders forts, une volonté de transformer notre démocratie représentative pour être mieux associée aux décisions et une désaffection de la démocratie représentative et le développement de modalités d'action plus directes et protestataires. Voilà, j'attends un peu. Pour l'instant, quasiment la moitié d'entre vous, vous avez voté. Je laisse ceux qui souhaitent encore le faire vous donner quelques minutes. Alors, donc, de manière écrasante, donc 85% pour vous, il y a une désaffection des jeunes pour la démocratie représentative et le développement de modalités d'action plus directes et protestataires pour 84%. Alors, les pourcentages vont au-dessus de 100% parce qu'on vous a laissé la possibilité de faire plusieurs choix si vous le souhaitiez. 40% une volonté de transformer notre démocratie représentative pour être mieux associée aux décisions. 19% un éloignement de la démocratie, une attirance pour des leaders forts. Et seulement 2% qui disent qu'il y a une confiance accrue envers les institutions et les décideurs. Et donc, je me retourne donc vers Laurent Lardeux pour nous dire... voilà, si on prend pour le coup, là, on prend les jeunes de manière un peu générale sur leur rapport à la démocratie et puis sur leur engagement et leur participation à la vie politique ces 20 dernières années, quelles grandes évolutions générales. Et puis peut-être après, je poserai une dernière question pour le coup sur les disparités justement. Enfin voilà, je pose les deux questions, peut-être que vous y répondrez ensemble. Quelles sont les disparités entre les jeunes dans leur rapport à la démocratie et leur engagement à la participation et à la vie politique en fonction de certains clivages, par exemple, je pense diplômés, non diplômés, milieu populaire, milieu favorisé, milieu rural, milieu urbain. Est-ce qu'on voit des différences là-dedans? Je vous relaisse la parole. Voilà, je remets le son. Donc, il y a déjà, je pense que là aussi, le problème, c'est qu'il
il faut dresser des tendances générales et en même temps, pour chacune des modalités de réponse, on aura toujours certaines catégories de jeunes qui se retrouveront dans certaines modalités de réponse. Mais bien sûr, là, les réponses que je vais donner, ce sont plutôt des tendances générales. Donc, je vais reprendre en fait chacune des modalités parce que chacune me semble intéressante pour développer en fait justement donner un état de la situation sur ce rapport des jeunes à la démocratie. Donc déjà, je pense qu'il faut le souligner, là, il n'y a pas de confiance effectivement accrue par rapport à la première modalité de réponse. Il n'y a pas de confiance accrue, bien sûr, pour les institutions et les décideurs politiques. C'est même, comme vous pouvez vous en douter, et on le voit par rapport aux questions, aux réponses que vous avez données, c'est même tout le contraire en fait qui se passe. Et là, je renvoie notamment aux résultats de l'enquête européenne sur les valeurs, donc une enquête sur laquelle nous travaillons notamment à l'INJEP, qui existe depuis 1981 et qui permet donc de comparer en fait tous les 9 à 10 ans les évolutions en fait dans le temps sur toute une batterie de questions. Et donc quand on pose justement cette question de la confiance que les jeunes, mais pas seulement les jeunes, en fait, l'ensemble des citoyens, la confiance qu'ils peuvent accorder en fait aux différentes institutions de la vie démocratique française, en fait, il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, la confiance sur les corps intermédiaires, donc tout ce qui est constitué par les partis politiques, les syndicats, la presse. Donc là, il y a un déficit de confiance en fait qui est extrêmement important depuis une vingtaine d'années, qui est extrêmement important. Donc les partis politiques, plus particulièrement, en fait, ne recueillent que 12% de confiance. Donc c'est un niveau qui est historiquement bas. En fait, on n'a jamais été aussi bas par rapport à ce niveau de confiance pour les partis politiques. Par contre, je pense que c'est important aussi de rappeler que si on regarde par contre les institutions de l'État-providence, donc tout ce qui se rapporte par exemple au système de santé, d'enseignement, de sécurité sociale, là on voit que le niveau de confiance par contre apparaît très élevé. Et là, il est en hausse par contre depuis 1999, malgré un déficit important pour le système d'enseignement qui a perdu par contre 8 points de confiance en passant de 73% de confiance en 2008 à 65% de confiance en 2018. Donc là, on a une perte quand même qui reste à des niveaux, une perte, mais par contre des niveaux de confiance qui restent relativement élevés. Ensuite, alors là aussi, c'est un résultat, des nouveaux résultats en tout cas qui sont assez pertinents par rapport à la question qui est posée, c'est la confiance pour les institutions de la vie démocratique, telles que le gouvernement, l'administration, le Parlement, le système judiciaire. Et là, ce qu'on va voir, c'est que les résultats montrent en fait un déficit de confiance qui est particulièrement important, significatif, et qui vient en fait à rebours des précédentes hausses enregistrées en 2008. Donc, par exemple, le gouvernement ne recueille que 23% de confiance et le Parlement que 27%. Donc, on voit que les chiffres là sont vraiment très bas. Et les chiffres, surtout des jeunes citoyens, sont encore plus bas que pour les citoyens plus âgés. Et maintenant, ce qu'il y a d'important, je pense, c'est qu'il faut aller au-delà en fait de cette question du niveau de confiance en fait. C'est-à-dire que la question se pose aussi de savoir ce que signifie cette perte de confiance pour les élus et le système démocratique, et en même temps la confiance malgré tout importante pour l'État-providence. En fait, ce qu'on voit, c'est que il faut essayer d'interroger en fait les attentes, tout simplement, les aspirations que les citoyens, notamment les jeunes citoyens, peuvent avoir d'une bonne démocratie. Et qu'est-ce qui serait pour eux finalement une démocratie qui fonctionne bien. Et je pense que c'est vraiment une question essentielle à toujours avoir en tête. Parce qu'il n'y a pas un rejet, il n'y a pas un rejet massif en fait du système démocratique actuel, et ça il faut le rappeler. Et quand on pose cette question de savoir quelle serait une bonne démocratie, on voit que les nouvelles générations qui sont nées après 1990, ces générations-là, les nouvelles générations, sont plus sévères que les générations plus âgées dans leur jugement en fait sur le caractère démocratique de la France, notamment par rapport aux générations qui sont nées avant les années 50. Ce sont aussi les jeunes qui accordent plus d'importance aux droits civiques. Ce sont aussi les jeunes qui accordent plus d'importance à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce sont enfin les jeunes citoyens qui sont nés après 1990 qui sont également plus enclins en fait, à considérer notamment tout ce qui est lié à la redistribution par l'impôt, qui est quelque chose pour eux qui est très important, l'égalisation également des revenus, qui est un élément essentiel d'un bon fonctionnement démocratique selon eux. Donc, ce qui n'est pas sans lien, là encore une fois, avec la précarisation dont on parlait tout à l'heure, qui est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, avec des jeunes qui subissent plus fortement aujourd'hui justement cette précarisation. Et donc, ce que l'on voit en fait à travers ces résultats, c'est que les jeunes citoyens qui sont les plus critiques en fait vis-à-vis de leur régime politique tendent aussi à avoir une vision plus exigeante en fait de la démocratie. C'est-à-dire que c'est une démocratie qui ne doit pas en fait, selon eux, se limiter, se restreindre finalement au simple droit de vote,
mais c'est une démocratie, parce que tout simplement ça ne serait pas suffisant en fait, hein, pour les jeunes, on le voit bien, et pour l'ensemble des citoyens actifs d'ailleurs. Mais c'est une démocratie en fait qui doit intégrer d'autres principes, d'autres dimensions, et notamment tout ce qui relève de l'égalité des conditions d'existence et de réduction des inégalités. Donc on voit qu'il y a quand même cette question de la justice globale qui est essentielle pour une part importante de jeunes citoyens. Alors, bien sûr, là aussi, c'est important de revenir aussi sur le contexte général. On est dans une période de crise économique liée à la crise sanitaire. On est dans une crise aussi, dans le prolongement d'une crise de 2008. Il faut rappeler quand même que cette crise de 2008, elle a eu des effets extrêmement importants sur cette précarisation et que finalement, ce modèle démocratique, les jeunes considèrent très souvent qu'il s'avère rapidement défaillant pour prévenir les risques de précarité et la confiance, forcément, ensuite, la confiance qui va être accordée au personnel politique, cette confiance-là, elle va être fortement altérée, elle va être fortement affectée parce que justement, ils vont considérer que ce modèle démocratique n'aura pas répondu finalement aux besoins de protection et puis de justice globale. Donc, ce qui peut avoir ensuite des effets, et ça, c'est un autre élément, un autre résultat de l'enquête européenne sur les valeurs, ce qui peut avoir des effets sur l'attirance de certains jeunes, notamment les plus fragilisés, les plus précarisés pour des régimes qu'on appelle non démocratiques. Donc ça, c'est un vrai risque. Il y a une attirance aussi de certaines catégories de jeunes pour ces régimes non démocratiques. Donc là, on a notamment posé la question dans l'enquête européenne sur les valeurs. C'est une question qui est récurrente depuis 1981. Donc on peut voir encore une fois les évolutions. C'est la question liée aux opinions vis-à-vis de différents types de régimes. Donc le régime démocratique, bien sûr, le régime autoritaire, le régime militaire, le régime constitué d'experts. Donc 4 types de régimes. Et ce que l'on voit, c'est que les données qui sont recueillies, finalement, apparaissent assez ambivalentes en fait. D'abord, je pense qu'il y a une première chose à souligner, c'est qu'il y a un résultat d'abord encourageant, c'est-à-dire que d'abord, on voit qu'il y a des opinions positives qui sont portées par les 18-29 ans sur le régime démocratique, il faut le souligner. Donc, ces opinions positives atteignent en 2018 des niveaux en fait inégalés, qui n'ont jamais été aussi importants pour le régime démocratique depuis l'introduction de cette question en 1999. Donc, c'est des opinions positives qui ont gagné 12 points entre 1999 et puis 2018. Et donc, il se maintient à un niveau très élevé avec 94% d'opinions favorables pour le régime démocratique. Et il y a quand même 5 points de plus de la part des jeunes par rapport à l'ensemble des Français, notamment ceux qui sont d'âge plus élevé. Maintenant, alors je vous parlais de résultats ambivalents, donc forcément, il y a un plébiscite qui doit être nuancé, c'est-à-dire que cette hausse-là s'accompagne aussi très nettement d'une hausse importante en 2018 de jeunes de 18-29 ans qui se déclarent favorables à des régimes non démocratiques. Donc, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une large majorité d'entre eux, 58%, donc plus 8 points depuis 2008, 58% qui portent une opinion en fait positive sur un régime qui est dirigé en fait par des experts plutôt que par un gouvernement. Ensuite, il y en a près d'un quart, donc de 18-29 ans, 23%, qui considèrent également qu'une bonne façon de gouverner serait d'avoir un homme fort. Donc, je cite la modalité de réponse, qui serait d'avoir un homme fort qui n'a pas à se préoccuper des élections pour gouverner. Donc là, c'est quand même l'hypothèse d'un régime autoritaire qui est développé avec 23% de jeunes qui adhèrent en fait à cette idée. De même aussi, il y a un résultat aussi important, c'est l'intérêt aussi relatif, mais quand même présent, déclaré des jeunes de 18-29 ans pour le régime militaire. Donc, il se distingue assez nettement des Français plus âgés, là, avec des opinions favorables de 5 points supérieures aux autres catégories d'âge. Et donc, une hausse qui va être significative de 8 points depuis 2008, donc avec 18% d'opinions favorables. Donc là, forcément, ce sont des résultats qui peuvent faire peur, notamment parce que il y a une adhésion pour ces régimes non démocratiques et qui vient contrebalancer cette adhésion forte malgré tout pour le régime démocratique. Donc il y a des nuances aussi, je pense qu'il faut avoir. C'est-à-dire que les questions posées aux répondants peuvent aussi s'interpréter, je pense, de différentes manières. La question, par exemple, de savoir qu'est-ce que signifie finalement une adhésion à un régime militaire. Je pense que est-ce qu'il y a finalement le retour en force d'une vision disciplinaire de la société? Ça peut être vrai pour une partie des jeunes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça une représentation peut-être un peu plus positive de l'institution militaire désormais, qui est davantage perçue en fait à travers un rôle de maintien de la paix, de protection des citoyens dans le contexte des attentats ou
ou de possibles aussi occasions de carrière. Donc là, il y a des effets de contexte aussi importants à avoir sur cette vision un peu plus positive sur le régime militaire. Donc, pour résumer finalement ces résultats, ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux tendances croisées en fait. Pour résumer très rapidement, c'est d'abord qu'il y a une importante désaffection à l'égard de la politique traditionnelle et des institutions de la vie démocratique d'un côté, et puis de l'autre, il y a des attentes, des aspirations, des demandes toujours plus fortes finalement des nouvelles générations de participer vraiment, de participer de manière plus directe, de manière plus impliquante finalement à la vie de la cité, et comme on peut le voir notamment à travers les marches pour le climat, les occupations de place, les marches pour les libertés, les manifestations contre les violences policières, par exemple. Donc, tout un ensemble d'activités protestataires qui sont en nette recrudescence ces dernières années. Et très rapidement maintenant, sur les questions de la disparité, la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'importants clivages dans cette jeunesse? Donc oui, bien sûr, il y a tout plein de clivages en fait. Il y a des disparités très fortes entre les jeunes dans leur engagement, que ce soit dans des cadres institués, formels de la politique, comme aussi dans des cadres plus protestataires, plus alternatifs, où là aussi, il y a d'importants clivages qui existent. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une variable en fait, qui est beaucoup plus discriminante que les autres, c'est le niveau de diplôme. Donc, on sait que le sentiment de légitimité à participer, à s'engager, et cette capacité-là à se sentir autorisé en fait, à participer, à s'engager, est en fait très inégalement distribuée dans la société française. Et celles et ceux qui en fait, vont avoir le plus de chances de s'engager, que ce soit dans des associations, dans des collectifs de citoyens, dans des partis politiques, en fait, ce sont des jeunes citoyens qui ont fait des études, qui ont des niveaux de diplôme plus importants que le reste de la population. Donc ça, c'est vraiment une variable qui est extrêmement importante. Ensuite, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'importance de cette variable du niveau de diplôme, c'est encore plus vrai en fait aujourd'hui que ça ne l'était hier. Juste pour apporter quelques éléments par rapport à ça, en fait, dans les années 70, on voyait qu'il y avait une part d'autodidactes assez importante parmi les militants. Et en fait, il y avait un certain nombre de militants qui entraient dans la politique, qui approchaient la politique et qui faisaient leurs premières armes via notamment les syndicats de travailleurs, les syndicats ouvriers notamment, et on le voyait notamment dans les quartiers populaires. Mais ce que l'on voit, c'est qu'avec la désaffection en fait, de la participation syndicale, avec le délitement aussi de la classe ouvrière, en fait, on ne retrouve plus ces profils de militants faiblement diplômés. Et ça, c'est encore plus vrai parmi les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent tôt aujourd'hui, qui quittent l'école, le système scolaire jeunes, en fait, ils vont être souvent dans des emplois précaires et dans des contextes de travail où ils sont peu représentés en fait par les instances syndicales. Donc tout ça, ça n'aide pas en fait pour défendre sa cause dans un collectif et pour ensuite se socialiser politiquement. Maintenant, ce niveau de diplôme-là aujourd'hui, ça aussi, c'est important de le souligner. En fait, il ne va pas suffire pour les jeunes pour adhérer au principe de la démocratie représentative. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement aussi parce que les jeunes sont plus diplômés aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils arrivent mieux à décrypter la politique, c'est aussi parce qu'ils sont plus compétents pour comprendre le système politique, c'est aussi parce qu'ils décodent aujourd'hui justement trop bien les règles du jeu qu'ils ne veulent pas participer ou adhérer à un système finalement qui soit les tient éloignés du champ de la décision, ou soit finalement qui ne répond que faiblement à leurs préoccupations. Donc on voit que la compétence finalement ne va pas créer de l'appétence, mais surtout une forme finalement de désenchantement. Donc là, c'est ce qu'on a un peu développé dans un ouvrage que l'on a coordonné avec Vincent Antibéry, qui s'appelle Génération désenchantée, et c'est un élément, un résultat, je pense, important de cette enquête européenne sur les valeurs. Ensuite, une dernière chose pour terminer, parmi les clivages, il y a aussi bien sûr la question du genre qui revient souvent et avec des différences importantes entre des formes institutionnelles de la participation politique, où on retrouve en fait beaucoup plus, pour le dire rapidement, beaucoup plus d'hommes blancs de plus de 50 ans, pour le dire très rapidement, que des femmes qui participent davantage à des associations, là, qui vont participer plus à des associations altruistes ou à des marches pour le climat, par exemple. Donc tout ça, c'est pas sans lien en fait avec la socialisation intrafamiliale, donc la socialisation qui se joue au niveau de la famille, la transmission de parents à enfants. On va voir qu'il y a une reproduction en fait de certains principes de domination masculine dans l'accès à la politique et dans le sentiment de légitimité en fait. Et les compétences qui peuvent être attendues, notamment en termes
de confrontation, d'opposition, de prise de parole. Toutes ces compétences attendues dans le système politique, en fait, sont davantage transmises aux garçons qu'aux jeunes filles, ce qui n'est pas sans effet ensuite dans la capacité à s'engager politiquement et encore une fois, dans le sentiment de légitimité qu'il peut y avoir, quoi. Donc voilà, j'ai un peu dépassé, je suis désolé. C'est pas grave, merci beaucoup. Ça nous permettait d'avoir un panorama très, très complet. Je vais donner maintenant la parole, peut-être commencer par Yanis Amidouche, voir un peu dans ce que vous avez entendu, ce panorama général. Est-ce qu'il fait écho à ce que vous voyez sur le terrain? Et puis peut-être quel est le rapport justement à l'engagement, à la démocratie, à l'engagement politique des jeunes que vous rencontrez et avec qui vous travaillez dans votre association. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour me laisser la parole. Alors déjà, je voudrais revenir sur la toute dernière partie je pense qu'on m'entend bien cette fois-ci. Ça a l'air d'aller. Peut-être couper la vidéo. Je vais couper la vidéo. Ouais, comme ça. Alors, je pense que là, ça devrait être un peu mieux. Donc, pour revenir à la toute dernière partie que M. Lardeux avait dit, je suis complètement d'accord avec lui et on a eu des preuves sur le terrain, c'est que la question de genre doit se poser dans l'engagement participatif. Autant chez nous, dans notre propre institution, on sait, et dans le milieu associatif, on sait qu'on est majoritairement féminin, c'est un groupe majoritairement féminin. Et on a toujours eu beaucoup plus de relations avec les d'hommes, enfin, beaucoup plus de relations avec des hommes qui étaient dans le milieu politique. On a peu discuté, pas par décision, mais parce qu'on n'avait plus l'occasion de pouvoir discuter avec des femmes. Et pour revenir aussi à la participation politique des jeunes, dans votre deuxième questionnaire sur le fait que les jeunes seraient plus enclins à créer leur propre leur propre petit mouvement politique ou des actions qui seraient décidées par eux-mêmes et donc qui seraient conséquents, qui seraient nourries par le manque de confiance envers le monde politique. On l'a vu aussi, par exemple, dans nos programmes, comme on a toute une partie du programme qui est une simulation parlementaire. On l'a vu que ces simulations parlementaires ne sont que la première étape. En deuxième étape, et cette deuxième étape qui nous échappe complètement, on voit une apparition d'autres mouvements, de choses qui ont été faites par les lycéens en dehors de nos actions. On voit qu'il y a une véritable volonté. On a donné des clés, puis après ces clés ont été utilisées, et ça a été utilisé de manière beaucoup plus précise que nous. Tout d'abord parce que chaque lycéen ou chaque groupe de lycéens a sa propre problématique, et par rapport à nous qui devons nous occuper de toute l'Île-de-France et de toutes les questions possibles, l'Île-de-France étant extrêmement vaste, même malgré sa petitesse, il y a des zones qui sont plutôt rurales et d'autres qui sont très urbaines, comme le 18e arrondissement. Donc toutes ces zones-là, donc ces propres questions sont reprises par les lycéens, sont réutilisées selon leurs propres méthodes, et comme dit plus tôt, en dehors des actions politiques nationales ou des partis politiques, parce qu'il y a un manque de confiance et parce qu'il y a un manque de précision de ces questions. On peut revenir directement sur les réflexions d'intersectionnalité. Cette question-là, elle est mise sur la table, on en discute, et les lycéens, voire même plus tard les jeunes actifs ou les jeunes étudiants, reprennent ces actions-là avec des moyens très différents. Je suis aussi complètement d'accord avec M. Lardeux quand il parle du fait que la majorité des mouvements sont, eux, mis en place par des jeunes qui ont un niveau d'études universitaires, qui en gros ont pris plus de temps à étudier que d'autres qui sont directement rentrés dans le monde du travail après le lycée. Oui, ces mouvements-là sont majoritaires, mais actuellement, et on le voit grâce aussi avec l'arrivée des nouveaux des réseaux sociaux, du fait que l'activité et surtout la vie politique est beaucoup plus facilement transmissible, on voit plus rapidement les informations. Ces mouvements-là commencent petit à petit, de notre point de vue, à apparaître dans des milieux qui sont moins universitaires. Et donc, on voit de plus en plus des mouvements qui rejoignent un peu, par exemple, les mouvements des luttes pour les femmes immigrées quand elles arrivaient dans les années 70-80. Elles venaient de notre pays, elles n'avaient pas de niveau d'éducation, pourtant elles créaient des mouvements
et ben, il y a une certaine logique qui réapparaît de ces anciens mouvements dans des nouveaux mouvements faits par et pour des jeunes qui, eux, n'ont pas un certain niveau d'éducation, enfin, qui n'ont pas un niveau d'éducation supérieur, qui ne sont pas à l'université, et qui pourtant recréent des nouvelles choses grâce à des nouveaux outils, les réseaux sociaux en tête. On a cette logique qui apparaît, et donc on voit ça. Et je pense que c'est voilà, c'est tout pour mon propos. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole donc, à Yann Ferté. N'hésitez pas, une fois que Yann aura terminé son intervention, on prendra vos questions ou même vos témoignages, hein, tout simplement. Peut-être que vous aussi, voilà, sur le terrain, vous travaillez avec des jeunes, vous avez un ressenti vis-à-vis de ça. N'hésitez pas, si vous voulez mettre déjà quelques questions dans le chat, comme vous êtes nombreux, pour qu'on puisse en prendre plusieurs, mais sinon, je vous donnerai la parole juste après l'intervention de Yann. Merci. Alors c'est vrai que je rejoins à peu près ce que les deux précédentes interventions, parce que à travers en tout cas mon parcours de président d'association, c'est vrai que les jeunes en tout cas qui se déplaçaient au niveau des dispositifs participatifs qu'on mettait en place, c'était des jeunes qui étaient très sensibilisés, soit par le sujet qu'on proposait, soit parce que c'était des jeunes très engagés. Après, j'ai l'impression quand même que de dire que tous les jeunes sont davantage informés, certes, oui, peut-être plus qu'avant, mais j'ai l'impression quand même que ça reste une vision très urbaine. Parce que, par exemple, à Pau-d'Insac, où c'est quand même dans la campagne de Gironde et même aux alentours, on le voit quand même en campagne, j'ai des proches, et enfin, on le voit, etc. La question politique ou l'information politique, ce sont des éléments qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et même quand j'en parle avec eux, c'est parfois des éléments qu'ils ne... Enfin, ils s'en fichent, clairement, ils s'en fichent, ça ne les intéresse pas, etc. Peut-être qu'aussi, c'est justement une disparité pardon, géographique, parce que c'est vrai que les jeunes ont un manque de confiance, en tout cas au milieu rural, parce que c'est ce qu'on constate, parce qu'en réalité, au niveau du bac, au niveau du brevet, ils n'ont pas forcément des moins bons résultats que ceux qui sont en ville, et pourtant, ils font moins d'études. Leur priorité, c'est avoir directement un emploi, créer une vie de famille, etc. Donc, c'est vrai que ça freine beaucoup, ça les limite dans les études, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de mobilité. La mobilité au niveau rural, c'est extrêmement important. Et si le jeune n'a pas les moyens ou n'a pas les parents qui peuvent suivre derrière pour l'amener dans la grande ville à côté pour faire des études, le jeune est contraint de se trouver un travail ou de faire avec ce qui est sur le territoire, donc n'accède pas aux études. Donc, si on suit la logique de ce qu'on dit, ne suit pas, ou en tout cas ne s'informe pas, ou en tout cas n'a pas les clés pour bien s'informer, en tout cas sur l'actualité politique, démocratique, enfin, des médias qu'il y a en France. Et c'est vrai que dans le milieu rural, il n'y a pas vraiment d'offre d'engagement. La seule offre qu'il y a pratiquement partout dans les communes rurales ou dans toutes les communes en France, c'est des associations sportives et notamment le foot. Donc là aussi, on rejoint en gros une disparité de genre, parce que le foot, c'est principalement des garçons. Et donc voilà, les filles sont moins impliquées. Voilà, en tout cas pour mon propos pour l'instant, je me suis perdu vers la fin, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire, quoi. C'est principal. Non, merci beaucoup, Yann, c'était très clair. Je vous propose peut-être de faire un premier tour de questions. Alors, normalement, vous devez pouvoir lever la main, vous êtes nombreux, ou alors, pour l'instant, si une première personne veut ouvrir son micro et se lancer pour une question ou un témoignage, n'hésitez pas. Je regarde si des mains se lèvent ou des questions se posent. Sinon, c'est moi qui en poserai. Alors, je vois, allez-y, Julian Ladame. Juliane, oui, bonjour à tous. Moi, du coup, concomitamment à ce qui a été dit, moi, je suis dans une petite commune rurale de l'Orne, donc Argentan, en Normandie. Et la question que je me posais, c'est justement comment, à l'heure actuelle, on pouvait tirer profit des dynamiques qu'il y a dans les territoires urbains pour redynamiser l'engagement citoyen, l'engagement politique, l'engagement démocratique de nos jeunes,
puisque avec les propos notamment très intéressants qui ont été tenus par M. Lardeux, je me demandais aujourd'hui qu'est-ce qui manquait pour, ce que je dis souvent, réoxygéner la vie démocratique et se servir des jeunes engagés dans les milieux associatifs, comme disait l'intervenant précédent, pour redynamiser cet engagement. Et pourquoi pas, au-delà de l'engagement politique qui est une fin, commencer à redynamiser l'engagement tout simple dans des projets de quartier, etc. Bon, c'est vrai qu'étant conseiller municipal, on cherche beaucoup l'avis des jeunes. Et il y a des fois, on a beaucoup aussi de mal à aller vers. Alors, aller vers, c'est pareil, c'est une politique qui doit beaucoup, beaucoup se développer, et notamment vers les jeunes défavorisés. Mais je terminerai mon propos en disant que comment aujourd'hui, concrètement, on peut aussi aller vers des jeunes qui n'ont plus forcément aussi le vocabulaire démocratique, etc., institutionnel, de par l'éducation, etc. Mais ma question va plutôt dans ce sens-là, c'est comment on arrive à réconcilier les territoires urbains, des fois qui sont complètement opposés, et avec quels moyens on arrive à rebâtir cet engagement à la racine, quoi. Voilà pour ma question. Merci à vous. Merci beaucoup. Si éventuellement il y a une deuxième question, comme ça, on peut faire d'une pierre deux coups, et sinon, je laisserai les intervenants, s'ils ont une réponse. Ah oui, alors allez-y. Bonjour, Bonjour. Bonjour, je suis Nicolas Villepoux, directeur du service jeunesse de Bagneux. Vous m'entendez bien? Moi, je veux juste un petit éclairage parce qu'en fait, il y a eu sur les dernières élections européennes beaucoup de participation des jeunes et puis il y a eu un fort engagement vers les partis plutôt alternatifs, style Europe Écologie Les Verts, etc. Donc, j'aimerais bien avoir un peu la lecture, la mise en tension. Et j'avais lu il y a quelque temps un ouvrage de Madame Poujol qui montrait, en fait, dans les années 90, qui montrait comment, en fait, l'engagement politique, syndicaliste, des mouvements d'éducation populaire, etc., s'était transformé vers des engagements associatifs ou des choses comme ça. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y avait pas une baisse de l'engagement politique, mais qu'il y avait une transformation de l'engagement politique. Et je voulais savoir si je l'avais mal lu à l'époque ou est-ce que ça résonne encore aujourd'hui, ce genre d'analyse. Merci à vous. Merci beaucoup. Laurent, est-ce que je vous redonne la parole en premier sur ces deux questions? Alors oui, sur la question de l'engagement politique, est-ce qu'on peut parler d'un affaiblissement? Je pense que là où il faut qu'on soit d'accord, c'est sur le terme même de politique, en fait. Qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et je pense qu'on a trop tendance, en fait, à restreindre, à limiter la définition de la politique uniquement à la démocratie représentative, uniquement à des logiques partisanes de participation à des partis politiques, et puis à négliger toutes les autres formes d'engagement politique qu'il peut y avoir, et notamment des formes d'engagement associatif, par exemple, à des formes d'engagement aussi de protestataires, des marches, etc. Et tout ça, c'est purement politique, même si, quand bien même les militants eux-mêmes parfois ne considèrent pas ça comme un engagement politique. Pourtant, quand on fait des discours, quand on entend ces jeunes-là parler de leur engagement, c'est tout à fait une dimension politique à prendre en compte. Maintenant, c'est effectivement l'articulation qu'il faut trouver, peut-être une meilleure articulation entre, et ça rejoint la question précédente sur comment redynamiser finalement ces formes d'engagement. En fait, je pense que c'est pas tant en termes de redynamisation, parce que la dynamique, elle est bien existante, elle est bien présente. C'est plutôt comment essayer de trouver des articulations en fait entre ce qui relève de l'engagement plutôt protestataire et puis ce qui relève de la démocratie représentative. Et on voit que finalement, ce que l'on entend en fait souvent de la part des jeunes, c'est qu'ils sont en attente d'être davantage écoutés, d'être davantage entendus, d'être davantage consultés par les élus. En fait, il n'y a pas un rejet des élus en tant que tels. Il y a plutôt une désaffection, plutôt une perte de confiance. Mais ça ne veut pas dire que c'est un combat qui est perdu, quoi. Ça veut surtout dire qu'il y a des aspirations très fortes pour une meilleure articulation en fait entre le champ de la démocratie représentative et puis celui qui relève davantage des formes plus alternatives de participation, celui qui relève de modalités d'expression politique plutôt alternatives, effectivement. Merci beaucoup. Peut-être, donc Yanis, et peut-être ça rejoint un peu finalement la question que moi-même je voulais vous poser après aussi, c'est voilà, quelles solutions concrètes pour aller chercher les jeunes les plus éloignés de la vie politique,
vous, qu'est-ce que vous faites à la Cité des Chances pour aller les chercher? Voilà, et je vois qu'il y a d'autres mains qui se lèvent et dès qu'on a fini le tour de table, je prendrai les questions suivantes. D'abord pour commencer pour votre question, nous, notre manière de chercher les jeunes, c'est très simple, c'est par le lycée. On sait que les jeunes ne sont pas particulièrement inintéressés à la politique, c'est qu'ils ne sont pas stimulés à la politique. Pour prendre un exemple, un de nos premiers programmes et une de nos premières simulations parlementaires a tellement bien fonctionné que plusieurs jeunes, c'était sur la question, un faux débat sur la question de l'IVG ou de la PMA, je ne sais plus. Et les jeunes étaient tellement intéressés à cette question qu'au final, certains ont vraiment pris jeu. Il y avait des banderoles qui ont été faites, des fausses manifestations. Donc, ça a été vraiment très bien fait. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver l'endroit, le lieu. Ça peut dépendre. Souvent, nous commençons par les lycées. On sait qu'il y a d'autres associations qui, elles, préfèrent commencer par les maisons de quartier ou les associations sportives. C'est toujours un bon groupe de jeunes qui va y participer. Souvent des jeunes qui sont déjà actifs dans une organisation en dehors de l'école, donc plus facilement mobilisables pour une action politique. Et pour revenir aux deux autres questions posées plus tôt, par rapport à la redynamisation de la politique dans les campagnes et les participations politiques, et surtout il y avait toute une partie sur les banlieues, j'aimerais parler aussi, autre que de notre association Cité des Chances, de l'association Get Up, qui, elle, a une option qui fonctionne autant sur les quartiers populaires de grandes villes, type 93 ou périphérie de Lyon, mais aussi dans les campagnes, parce que ces deux zones-là, malgré le fait que, bien sûr, il y a tout un nombre grandissant de questions qui ne se posent pas, puisque les problématiques ne sont pas similaires, elles ont les mêmes problèmes, elles sont éloignées du monde politique, souvent elles sont coupées, elles n'ont pas les mêmes questions que peuvent se poser des personnes qui vivent dans les centres-villes ou dans les quartiers les plus aisés. Et donc, pour nous, notre objectif, qui est bien sûr de redynamiser le goût à la politique envers tous les jeunes, ce serait toujours de créer une sorte de nouveau lien. Donc, pour redynamiser la politique dans les campagnes comme dans les banlieues, le meilleur moyen, selon nous, ça serait plutôt de toujours passer par les lycées ou de créer des actions qui se poseront directement pour eux. Par exemple, notre prochaine action, elle consistera à faire venir les gens dans les maisons de quartier pour qu'on puisse directement donner leur avis sur 10 thèmes, 10 grands thèmes de la campagne présidentielle et les remettre en perspective avec des chercheurs et des hommes politiques, tout en ramenant certains de ces jeunes devant ces chercheurs et devant des hommes politiques pour poser d'autres questions et donc créer une sorte de lien plus nourri entre directement un quartier précis ou même toute une zone de quartier, toute une zone géographique vers la politique, comme on dit, des grands sommets. Et voilà. Par contre, à la participation politique et le fait que certains de ces jeunes vont vers des offres politiques alternatives, donc l'écologie ou autre, c'est un mouvement qui n'est pas nourri de rien, qui a une certaine logique, surtout le fait que la question écologique, elle se voit de plus en plus, on le sait, ça touche l'Occident, des zones qui sont très douces, voire très tempérées, donc très proches de nous. Et pourtant, bien que cette question soit sur le tapis depuis les années 90, je crois que le protocole de Kyoto, voire même bien avant, elles n'ont pas eu de grandes réponses de par les grandes familles politiques, c'est-à-dire à droite le PS et les actuels républicains. Donc c'est selon nous la raison pour laquelle les jeunes vont vers soit des offres dédiées, par exemple, dédiées uniquement à l'écologie, comme Europe Écologie Les Verts, ou juste d'autres mouvements écologiques plus importants, ou pour certains qui ont une certaine légère, parfois, connaissance en politique, vers des offres comme la France Insoumise ou autres, qui ont une grande part sur la question qui posent cette question d'écologie de manière importante. On peut prendre le débat d'écologie sur plein de thèmes, sur les luttes de genre, sur la question du racisme, tous ces mouvements de jeunes vers d'autres partis que la grande gauche et la grande droite vient surtout du fait qu'il y a une sorte de désenchantement et surtout une sorte
d'abandon. On sait qu'il y a eu que dans la gauche, on parle de la partie de Jospin comme la petite traîtrise, enfin la petite trahison, et de Hollande comme la grande trahison de la gauche. On sait que la droite a toujours eu du mal à s'accrocher avec les jeunes. Les jeunes ont toujours été plus enclins à voter à gauche et petit à petit à péricliter vers la droite. Et donc, au final, ces questions qui avancent, qui accélèrent, surtout au niveau écologie, mais aussi qui accélèrent au niveau de la question de discrimination de genre ou de race avec le mouvement MeToo ou avec le mouvement Black Lives Matter, c'est surtout une accélération sur ces deux parties-là. Et c'est comme si on les poussait directement à aller dedans parce que on a tout essayé. Pourquoi pas essayer des partis qui sont plus sévères sur ces questions-là? Donc, pourquoi pas aller sur l'écologie, sur un parti entièrement dédié à l'écologie ou un parti qui aurait comme volonté première de rabattre les cartes au niveau du capitalisme, par exemple, pour le NPA ou d'autres mouvements. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et Yann, pour conclure ce premier tour de table, et puis après, je vous redonne la parole. Et peut-être juste, Yanis, on me demande la seconde association que vous avez citée, peut-être vous pouvez la mettre son nom dans le chat au tout début. Oui, je le ferai tout de suite. Merci beaucoup. Yann, je laisse la parole. Peut-être pour répondre à la première question, pour les campagnes et comment redynamiser en tout cas la participation des jeunes en campagne. Déjà, je pense que le premier outil, c'est d'abord connaître qui sont les jeunes sur notre territoire. Et pour ça, il y a une structure qui est très bien, c'est la mission locale. Donc, en fait, c'est bien, en fait, surtout quand on est élu, d'aller rencontrer les missions locales qui connaissent bien les jeunes, surtout les jeunes avec des profils très difficiles, qui sont détachés, en tout cas, de tout ce qui est emploi, études, etc. Et eux ont les contacts parce qu'eux suivent ces jeunes-là. Donc, il y a ça. Il y a aussi tout ce qui est département, au niveau sur les services jeunesse des départements. Il y a souvent des bonnes initiatives qui sont mises en place pour justement cibler aussi les jeunes qui sont invisibles, entre guillemets. Et une fois qu'on les rencontre, c'est plus intéressant. Et en tout cas, on sait plus qui sont nos jeunes sur nos territoires. Et peut-être pour faire un lien, comme la première question, c'était aussi comment faire un lien entre les milieux urbains et la campagne. Peut-être ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est des jeunes urbains ou des jeunes qui étaient dans le milieu rural, mais qui font des études donc dans des grandes villes, puissent faire des interventions, que ce soit dans les collèges ou dans les lycées, pour expliquer leurs études, etc. Et dire que c'est ouvert à tout le monde, pour que ces jeunes-là qui sont en campagne prennent davantage confiance, que c'est possible aussi de s'engager associativement parlant, pas qu'au niveau sportif, etc. Et il y a aussi quelque chose qui commence tout doucement à se mettre en place en France, mais c'est vraiment le tout début, c'est d'avoir des continuités de structures, comment dire, d'études supérieures dans les territoires, ce qu'on appelle les campus connectés. Et en fait, c'est des petites structures où en fait, les jeunes se réunissent et peuvent, à distance, suivre des formations qui se trouvent en ville. Donc, oui, il n'y a pas forcément c'est vrai qu'il n'y a pas forcément tout ce qui est les plus-values de quand on est étudiant en ville avec les bars, etc., etc. Mais en tout cas, on peut, avec ces campus connectés, être en campagne et suivre des formations identiques aux jeunes urbains. Et après, je dirais peut-être aussi la façon de communiquer. C'est vrai que les communications sont elles sont pas lisibles. La dernière fois, j'étais en commission enfance et jeunesse de la communauté de communes. Et pour faire une petite aparté d'ailleurs, à chaque commission, tous les élus, le président, enfin en tout cas le vice-président en charge de la question, tout le temps c'était sur la petite enfance, la maternelle, etc. Et il n'y avait aucune politique pour les jeunes, en tout cas de 15 à 25 ou 30 ans. Donc je me suis permis de poser la question. Ils m'ont dit oui, mais on communique des fois des offres, etc. sur Facebook. Mais, pardon. Mais en fait, les jeunes ne vont plus. Enfin, déjà, Facebook, ça commence à devenir un peu. Pour les jeunes, c'est plus vraiment le réseau social qui les intéresse. Et en plus, la communication institutionnelle, encore moins. Ce ne sont pas les jeunes qui sont justement détachés, en tout cas, de ces institutions, de l'engagement, des études, qui vont suivre des pages institutionnelles de collectivités. Donc, je pense qu'il faut repenser la manière de communiquer. Peut-être que le SMS, des espèces de newsletters sous format des SMS, qui sont peut-être plus intrusifs, mais en tout cas peuvent peut-être mieux fonctionner.
Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre, je vais voir 2 ou 3 questions en fonction de la longueur des questions, mais on les prendra toutes. Donc, je fais dans l'ordre dans lesquels les mains se sont levées. Donc, Romain Denève, pour commencer. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout le monde me reçoit fort et clair. C'est bien le cas. Je vais me présenter au préalable. Je remercie Sarah. Romain Denève, je suis en charge de la participation citoyenne à la métropole européenne de Lille. Je remercie vraiment l'ensemble des conférences ce soir, puisque le propos permet bien d'éclairer le sujet qui nous est donné de questionner. Moi, j'avais plus une interrogation finalement sur la notion de politique, pas nécessairement au sens où elle permet un engagement voilà, au regard d'un parti plus qu'un autre, mais plus finalement au regard d'un engagement plus citoyen. Très concrètement, j'ai le sentiment que les formes d'engagement ont été pleinement rebattues ces dernières années, que la jeunesse, au sens large du terme, finalement, en a fini aussi les formes d'engagement où on lui autorisait uniquement de prendre part à une association et très concrètement de siéger au sein d'un conseil d'administration ou très concrètement de prendre part à une assemblée générale. Vous avez par exemple des entités telles que Pro Bono ou Benova qui font la promotion notamment d'une forme de bénévolat plus direct. Très concrètement, on parle de mécénat de compétences, donc j'aimerais vous interroger un peu plus sur la manière de faire de la politique au travers d'un engagement plus spontané que le permettent notamment les associations dites loi 1901, d'une part. Puis je pense qu'on peut parler aussi d'engagement, peut-être que j'en trouve une interrogation aussi complémentaire. Si on ne questionne pas la manière de valoriser ces engagements. On parle beaucoup en participation citoyenne de la rétribution citoyenne. Attention, Artum Bicarful, il ne s'agit pas de rémunérer un engagement, mais comment aussi on vient valoriser l'engagement d'un citoyen, qu'il soit jeune ou non, et qui donne de son temps pour prendre part à une cause d'intérêt général. Et je pense qu'on ne valorise que très peu celles et ceux qui accordent du temps en qualité de bénévole. Et j'aimerais interroger les conférenciers sur cet élément-là. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Florent Rivière pour une seconde question. Alors oui, bonjour à tous. Effectivement, merci pour cet échange, c'était très, très intéressant. Moi, j'avais une question qui a un peu été abordée par le dernier intervenant juste avant. C'était en fait repenser justement pour les jeunes, la partie canaux de communication finalement, et notamment la partie plus numérique où c'est une question. Après, j'ai mon avis sur la question, mais je serais ravi d'avoir leur avis sur justement la partie sur justement est-ce que le numérique, notamment dans les campagnes, donc justement la mission locale ou toutes les missions type pour jeunes vont être à plusieurs kilomètres et donc il va y avoir un frein encore de plus à se déplacer à la rencontre. Est-ce que justement venir avec eux à travers les réseaux sociaux, donc plus forcément Facebook, effectivement, mais Instagram, TikTok ou des choses, ou en tout cas des réseaux qui sont plus pour les jeunes, et de faire des fois tout ce qui est consultation numérique, comme ce que fait la métropole de Lille, ou des choses qui ont le volet encore de présentiel pour les personnes qui veulent le faire présentiel, mais qui sont aussi dans l'otage. Est-ce que le fait d'avoir ces axes-là, ça ne vous permettrait pas, vous aussi, vous pensez, d'avoir finalement plus de participation citoyenne finalement? Merci beaucoup. Et je propose de prendre une troisième question. Et puis, j'ai vu qu'il y en avait une dans le chat. Je la poserai après. Marie-Christine, je crois, qui avait levé la main. Oui. Voilà. Moi, j'avais deux angles d'attaque du sujet dont j'avais envie de parler. Peut-être une démarche qui est portée conjointement par un conseil économique, social et environnemental et des conseils de développement de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'interrogent sur jeunesse et mobilité. C'est un sujet qui a été abordé au début. La manière de l'aborder étant, demandons aux jeunes, qu'ils soient urbains ou ruraux, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'ils voudraient. Leur imposer quelque chose, non, mais mieux comprendre ce qui leur manque, ce qui a déjà été évoqué par certains, ça me semble important. Et l'idée était aussi à ce moment-là que le questionnaire, qu'on essaye de passer par des questionnaires à faire circuler le plus largement possible, et que le questionnaire soit rédigé par des jeunes, déjà soumis à des jeunes, déjà dans la manière de poser les questions et pas mettre des mots que personne ne comprend, un truc jargonneux, affreux et qui rebute tout le monde.
Donc ça, c'était une démarche qui est en train de se lancer. Et justement, on essaye de voir ce que les conseils de développement, instances que personne ne connaît, mais ce n'est pas très grave, ce sont des instances qui apportent des avis au niveau des intercommunalités, normalement à partir de 50 000 habitants, mais ça peut aussi se mettre dans des plus petites si les gens ont envie. Donc, ça peut aussi, en réseau, les conseils de développement s'interrogent ensemble sur les questions de jeunesse. Et il y avait un autre sujet qui me semblait quand même essentiel et qu'on zappe complètement. On arrive finalement au bout d'une éducation quand on se pose ces problèmes-là. Et est-ce qu'il ne faudrait quand même pas un peu réfléchir aussi à l'éducation citoyenne au niveau primaire? Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a vraiment des progrès à faire dans la mesure où tous les enfants sont là? Et cette idée peut-être que ce soit voir comment on peut essayer de faire en sorte que les enfants prennent quelques responsabilités. Alors, je sais que ça va faire un peu Montessori ou truc comme ça, mais quand même, ça présente un intérêt. Et puis, je pense à un autre sujet qui me paraît essentiel, peut-être plus commencer au niveau collège pour ça, mais pas nécessairement. Je pense qu'on peut démarrer dès le primaire, qui est apprendre à débattre. Et ça me semble aussi quelque chose qui permet simplement de voir comment on peut argumenter sur ce qui tient à cœur. Et peut-être que ce sont des petits déclics qui peuvent aider du côté de l'engagement. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole. Je vais le faire dans l'autre sens, cette fois-ci, comme ça on change. Je vais commencer par Yann, si ça te va, pour réagir à ces différentes questions. Essayons, si c'est possible, de ne pas être trop long. Comme ça, on pourra faire encore un tour de questions. Moi, j'avais une dernière question pour vous, mais sur les solutions, mais finalement, on est un peu en train d'y répondre et de les aborder à travers toutes ces questions. Donc voilà, Yann, je te laisse commencer. Okay. Donc pour la première question, vous parlez du statut et la valorisation de l'engagement, et c'est quelque chose déjà qui se fait, en tout cas qui peut se faire dans certaines universités. Par exemple, je crois que vous étiez à la métropole de Lille, à la MEL, justement à l'université de Lille, vu que j'y ai étudié, on pouvait se faire valoriser son engagement, soit avec des crédits ECTS. Donc ça nous permettait aussi de valider des points pour notre année. Donc, ce qui est très bien, mais ce n'était pas forcément mis en avant. Puis c'est vrai que c'était des procédures assez compliquées parce qu'il fallait remplir un dossier, etc. Mais en tout cas, vous avez raison, ça pourrait être une initiative qui pourrait être développée dès le collège ou le lycée, valoriser l'engagement des jeunes, soit dans leur engagement dans leur établissement ou même dans un engagement extérieur. Après, sur la deuxième question, ça parlait du numérique. Le problème avec le numérique, ça a des solutions, ça a du positif, mais le problème, c'est qu'en tout cas pour le milieu rural et dans la campagne, toutes les communes ne sont pas vraiment dotées de 4G et vraiment, des fois, c'est ultra compliqué pour de capter. La dernière fois, je parlais avec une intervenante de la mission locale qui me disait qu'il y a tout un secteur qu'elle n'arrivait pas du tout à… quand elle devait absolument se déplacer parce que communiquer avec eux, c'était impossible, et quand elle se déplaçait, elle captait rien du tout. En plus de ça, en plus de cette couverture numérique qui n'est pas encore à 100% satisfaisante sur le territoire, il y a aussi la question du matériel, c'est-à-dire que tous les jeunes n'ont pas à disposition, en tout cas les moyens d'avoir malheureusement aujourd'hui. On pense qu'au final, tout le monde a un ordinateur et un téléphone portable, mais en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pour parler de plateforme numérique, ça peut être une solution, mais moi, je pense quand même que ces plateformes numériques vont encore parler qu'aux jeunes qui sont engagés, ceux qui sont éloignés de toutes ces questions politiques ne vont pas du tout prendre le temps de lire et de répondre, surtout que souvent, il faut quand même être un minimum renseigné. S'il y a des questions ouvertes, tout le monde n'a pas non plus les capacités à rédiger un avis concret. Concernant la mobilité, qu'est-ce qu'ils voudraient? La question, ça peut paraître étrange, mais c'est vrai que… là, je fais une alternance aussi chez Mission Publique, donc c'est une agence de concertation, et on a vu que des jeunes, c'est vrai qu'on entend souvent parler d'écologie dans les villes, etc., où les gens disent qu'il faut bannir la voiture, etc. Mais dans le milieu rural,
pour les jeunes, avoir une voiture, c'est source d'épanouissement professionnel, en fait. Ils veulent encore avoir des voitures, mais encore faut-il qu'ils puissent avoir le permis, etc. Donc, peut-être développer aussi des aides au permis, peut-être développer davantage de covoiturage avec des personnes qui sont, par exemple, à la retraite pour aussi créer du lien intergénérationnel, etc. Et c'est vrai aussi que dans ces petites communes, les pistes cyclables ne sont pas du tout développées. Donc, rien que pour aller à la mairie, c'est des fois compliqué pour eux de se déplacer quand ils n'ont qu'un seul vélo. Et concernant l'engagement en primaire, je trouve que c'est très bien de commencer par le plus tôt possible. Et c'est vrai que dans certaines communes, ça existe déjà, le conseil municipal des jeunes, le conseil municipal des enfants. Le problème en tout cas, je sais que dans ma commune, ça a été lancé cette année. Et le problème, c'est que c'est comme des élections de délégués. Donc, c'est toujours les personnes qui sont peut-être qui parlent le plus, etc., qui vont vouloir se présenter. Ce n'est pas forcément les personnes timides, etc., qui vont vouloir se présenter et représenter la classe au conseil municipal des jeunes. Donc, pourquoi pas aérer ces conseils municipaux des jeunes par du tirage au sort dans les classes. Merci beaucoup. Yanis, je vous laisse la parole pour réagir et répondre à ces remarques, questions ou en partie. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Alors, pour revenir sur toutes ces questions, tout d'abord, la première qui était de la manière de faire de la politique de manière plus spontanée, surtout de la rémunération des bénévoles politiques, de ceux qui font bénévolement de la politique. Je peux en parler en tant que sujet, vu que je suis bénévole et que je fais de la politique. La rémunération, bien sûr, elle peut être très bien définie, et comme dit par CPS, mais il y a toute cette question aussi de véritable impact. On sait que pour beaucoup, la politique, c'est pas quelque chose qui les rébute définitivement. Ils ont bien sûr une mauvaise image, surtout quand on va dans les quartiers populaires, de la politique. Pour les plus jeunes pour les plus jeunes, on a eu des phrases marquantes qui sont passées dans le champ médiatique et qui nous ont marqué, comme le fameux Karcher de Sarkozy. Donc tout ça, c'est des choses qui ont éloigné les jeunes de banlieue ou les jeunes populaires de la politique, mais qui ne sont pas des freins définitifs. Bien sûr, beaucoup sont engagés, beaucoup font des actions, et comme avait dit monsieur, l'art de la politique, c'est pas que l'engagement politique dans une association politique avec un grand parti, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être une petite organisation de quartier jusqu'à un mouvement intercité par intercité, je veux dire interville, interville sur une question écologique ou urbaine ou autre. Donc, tous ces mouvements-là, ils peuvent être sur une question, la rémunération, outre que pécuniaire ou par accompagnement associatif, peut très bien venir juste d'un meilleur suivi des idées de ces jeunes. On sait que pour beaucoup venir en mairie ou autre, ou en préfecture, ou même directement dans des grands bâtiments nationaux pour proposer des idées, c'est quelque chose qui leur est positif, qui les valorise et qu'ils apprécient. Mais si c'est pour encore ne pas écouter ou autre, ça a toujours un effet rebutant. Et donc, au final, il faut éviter de travailler trop sur l'usure et vraiment donner un certain suivi à l'idée. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais suivre l'idée et non pas prendre cette idée et la mettre dans une petite boîte à idées qu'on range au fond du placard. Pour la deuxième question, par rapport au canal de communication et l'implication de la politique grâce aux réseaux sociaux, je pense que, et là je suis d'accord avec le dernier intervenant, c'est plus compliqué pour la campagne, mais ça reste toujours l'un des avantages principaux et sûrement le prochain gros moyen d'intégration politique. On le sait, par exemple, si on prend la question des mouvements antiracistes, Assa Traoré a créé un des plus grands mouvements de foule de 2020 grâce à grâce à ses réseaux sociaux et une manifestation qui a compté plusieurs milliers de membres, voire plusieurs dizaines de milliers de membres, je n'ai plus le chiffre en tête, devant le tribunal administratif de Paris. Tout ça en plein confinement, en pleine période Covid, grâce aux réseaux sociaux et sans accompagnement politique majeur. On avait quelques groupes ou mouvements politiques qui les accompagnaient, mais c'était mineur par rapport à d'autres choses. Et on peut prendre aussi, outre qu'un mouvement fait par une personne chère à la vie politique, Sandrine Rousseau, par exemple, qui a un discours bien plus radical par rapport à l'écologie, est beaucoup plus accompagnée, beaucoup plus suivi et qui a un discours qui se porte beaucoup plus que, par exemple, son principal concurrent et allié, Yannick Jadot.
Yannick Jadot est beaucoup plus vu et bien vu dans la sphère politique, mais a beaucoup moins d'impact dans le milieu, sur les réseaux sociaux et dans la jeunesse. Donc, je trouve que l'importance des réseaux sociaux, oui, est importante, mais il faut bien y jouer, il faut bien l'utiliser. Ça ne sert à rien de donner une nouvelle forme, mais sans nouveau fond, ou sans nouvelles idées, ou sans un véritable engagement et une certaine, je ne dis pas un grand dégagisme, mais quelque chose qui rajoute, au débat politique. Et pour la toute dernière question, par rapport à la jeunesse et la mobilité, je pense mobilité politique dans ce sens, surtout parler de la démocratisation politique et de l'éducation citoyenne en primaire, nous, dans notre association, et je considère aussi que c'est une question extrêmement importante. Nous, on l'a fait dès le lycée. En seconde, on crée des ateliers de débat. En première, comme je l'ai dit plus tôt, on fait des simulations parlementaires, ce qui permet d'ailleurs de donner aux jeunes un certain bagage technique en politique. On leur précise des termes, on leur fait comprendre exactement comment fonctionne un travail politique au niveau parlementaire, surtout à l'Assemblée nationale, vu qu'on fait précis sur le processus de vote du mois dans l'Assemblée nationale. Et on sait bien sûr que ce n'est pas trop tard, mais on le fait un peu sur le tard au lycée. On a choisi cette partie-là parce qu'en même temps, nous, principalement jeunes, on a une meilleure connaissance, on a un souvenir plus vif du lycée, mais aussi parce que ça donne plus de temps et la réflexion peut être plus mûre. Mais, et on le sait, il faut accompagner aussi les mairies ou les villes ou les régions ou départements dans une formation qui serait intégrée directement dans le processus scolaire dès la primaire en donnant des clés de débat, outre que les conseils des jeunes, les conseils des enfants, puisqu'on l'a vu et on le voit tous les jours, les jeunes ont toujours un peu plus de mal à rentrer dans les mairies parce que la mairie est un symbole d'un pouvoir étatique, non pas qu'ils ne sont complètement réfractaires au pouvoir étatique et qu'il y a toujours ce petit barrage qui se crée, et ils sont bien plus enclins à venir discuter dans les maisons de quartier, dans les zones qu'ils connaissent de leur quartier ou autre. En ville et en banlieue, c'est bien plus simple pour nous. Je ne sais pas pour la campagne, mais pour nous, c'est la meilleure option. Donc voilà. Merci beaucoup. Laurent Lardoux, je vous donne la parole et donc, je vous invite à être, si vous y arrivez, très concis parce qu'il y a encore au moins trois mains qui se sont levées et pour qu'on essaye de finir à 18h30, je sais que certains de nos intervenants doivent partir à 18h30, donc si on veut pouvoir leur laisser répondre aux dernières questions, voilà, si vous essayez d'être le plus bref possible. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'aller très vite. Alors, sur la question comment il faudrait faire pour que les jeunes soient plus engagés, je pense qu'il y a vraiment une distinction à faire entre l'engagement politique, formel, institutionnel, et puis l'engagement associatif, plus alternatif, etc. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes s'engagent plus dans les associations? Est-ce qu'il faut faire vraiment quelque chose déjà? Parce qu'il ne faut pas oublier que finalement, les jeunes sont tout autant engagés que les autres catégories d'âge, mais par contre, d'un point de vue plutôt politique, institutionnel, on en attend beaucoup plus de la part des jeunes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient souvent sur le fait que les jeunes devraient s'engager plus et qu'il faudrait mettre en place différents dispositifs comme… alors, effectivement, on pose la question de la rétribution, de la valorisation, de la reconnaissance, de l'engagement, du bénévolat. C'est une question qui se pose. Un certain nombre de jeunes s'engagent effectivement pour avoir une meilleure insertion professionnelle ensuite, parce que ça peut permettre de valoriser un CV, par exemple. Ça peut permettre de valoriser un parcours, d'être engagé dans une association. Après, il y en a aussi un certain nombre qui s'engagent sans volonté d'avoir une rétribution, de façon totalement désintéressée. Et je pense notamment à tous ceux qui participent activement, quotidiennement presque, à différents types de luttes sur la question du dérèglement climatique. Là, on voit qu'ils ne vont pas rechercher une reconnaissance ou une valorisation particulière. Ce qu'ils attendent, c'est déjà des effets politiques sur leur engagement associatif. Et je pense que la rétribution, pour beaucoup d'entre eux, ce serait d'abord une rétribution du point de vue des effets que ça pourrait produire dans les mesures politiques qui pourraient être prises sur leur engagement, et notamment sur les questions d'ordre climatique, sur les questions de la justice sociale, sur tous ces aspects en fait, qui sont
des questions centrales pour la jeunesse aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de la crise sanitaire, des effets que ça peut avoir sur les jeunes, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de leur part. Et quand ils s'engagent aujourd'hui sur différentes questions, je pense qu'il y a d'abord une attente en termes de rétribution du point de vue politique et des effets que ça peut produire sur les mesures qui peuvent être prises et notamment sur la façon dont la campagne électorale peut être tenue. Et je pense que là-dessus, il y a sans doute beaucoup à faire pour créer davantage d'adhésion entre la demande, les aspirations et puis de l'autre côté, tout ce qui relève des propositions qui peuvent être faites par les candidats. Voilà pour répondre rapidement. Oui, puis voilà, je pense qu'on peut laisser parler les autres personnes. Oui, j'ai eu des réponses un peu sur les autres questions. Je vous invite donc à essayer de faire des interventions de pas plus d'une minute si vous y arrivez. Je donne la parole à Elsa Charrier. Alors, vous avez un petit peu abordé la question, mais je vais quand même… je voulais aborder les choses sous deux angles. Peut-être la place qu'on donne aux jeunes dans les instances de décision et pas juste les consulter sur ce qu'ils ont besoin, mais qu'ils soient vraiment partie prenante au niveau des décisions, que ce soit dans le monde associatif ou dans les institutions, comment les intégrer au même titre que n'importe quel citoyen. Et puis après, il y a toute la notion de clause d'impact. On commence à en parler pour les politiques publiques, mais comment on peut mesurer l'impact des politiques là, en direction de la jeunesse. Voilà, c'est ces deux points que je voulais aborder. Merci pour la concision. Et Lucie Bozonnet, à présent. Oui, bonjour. Je voulais apporter un témoignage parce que je suis secrétaire générale du MRJC. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est une association gérée par des jeunes et pour les jeunes du milieu rural. Et du coup, déjà, rappeler que le MRJC, mais comme d'autres associations de jeunesse et d'éducation populaire, il joue un rôle pour proposer à des jeunes de s'engager et d'avoir un parcours d'engagement et de prendre des responsabilités progressivement. Et que tout ça, c'est aussi un rôle d'accompagnement et que ça permet l'émancipation à la fois individuelle mais aussi collective des jeunes. Pour moi, un des leviers en milieu rural, ça pourrait être d'améliorer le maillage territorial des lieux où les jeunes peuvent se rencontrer et d'avoir des lieux accessibles et gratuits qui permettent déjà aux jeunes d'apprendre à se connaître. Et puis ensuite de pouvoir retrouver des animateurs, des accompagnateurs dans ces espaces-là. Et puis pour rejoindre la dernière prise de parole, nous, en tant qu'organisation de jeunesse au MRJC, on se retrouve beaucoup confrontés au manque de liens et de relations de confiance qu'il existe entre les représentants et les décideurs politiques et les jeunes, et donc de comment les intégrer aux prises de décision, mais au-delà de ça, en fait, de prendre en compte leur avis. Et de permettre aussi aux jeunes d'être dans des mandats locaux ou politiques nationaux aussi. Voilà, et du coup, comment on peut renouer ce lien-là, dépasser ça, quel est le rôle aussi, qu'est-ce que doivent faire les élus et les élus locaux, et je ne sais pas s'il y en a ici, mais pour vraiment réussir à recréer ce lien de confiance et réussir à nouveau à travailler ensemble. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette question. Et Laurence Moller, si jamais vous pouvez poser pareil votre question ou votre témoignage en moins d'une minute, comme ça laisse un tout petit peu de temps à Laurent Lardieu de répondre. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais prendre ma casquette d'élu local. Je suis adjointe au maire dans une commune de 7500 habitants avec un premier mandat. Et j'aimerais juste quand même insister sur le fait que la manière dont on s'y prend pour donner goût à l'engagement et à la participation citoyenne des jeunes est quand même fondamentale. Alors, je salue mes collègues au passage, puisque moi, je suis aussi professionnelle de la participation citoyenne des jeunes, donc avec une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine, mais plutôt dans une grande ville. Voilà, donc c'est vrai que sur mon territoire, j'ai abordé les jeunes a été plutôt facile.
Et en fait, voilà, en fait, ce que je voudrais apporter comme témoignage, c'est la création d'un conseil intergénérationnel. Hein, c'est ce que nous avons mis en place dans notre ville. Et en fait, ça mobilise tant l'engagement finalement des jeunes et de tous les âges. Et ça fait de belles expériences de partage de visions qui sont un peu différentes sur les projets de ville, mais aussi des projets qui naissent dans ce conseil. Et parallèlement à ça, eh bien, j'ai aussi mis en place un conseil municipal de jeunes, avec là une belle mixité et aussi des jeunes qui ne sont pas forcément celles et ceux qui sont voilà, les plus disposés à avoir des bons résultats scolaires ou les plus voilà et je pense que ce qui est fondamental, c'est l'approche, c'est comment aller vers les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. C'est ce qu'on leur dit, ce qu'on leur propose aussi, et là c'est du projet qu'on leur propose, et quand on peut leur proposer de porter des projets, des initiatives, et ben ça change quand même la donne, et ça rapproche du politique, mais sans rendre la chose politicienne. Et ça, c'est fondamental. Donc, je pense que ouais, compter sur peut-être des réseaux de professionnels pour aller voilà, faire des interventions dans les classes, proposer des cadres et donner goût à l'engagement, c'est quand même fondamental. C'est de préparer le terrain, c'est pas seulement d'avoir l'intention de mettre en place les instances, mais d'avoir réfléchi à comment on les met en place. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. C'est un peu frustrant. On aimerait que vous en disiez un peu plus sur comment vous avez mis en place voilà, ces différents conseils. Mais comme voilà, je ne veux pas vous quitter trop tard, mais on aura d'autres occasions d'échanger sur ces différents points dans les 2 prochains séminaires. Laurent Lardeux, je vous redonne la parole et je vous laisserai vous échapper. Il y avait aussi une question dans le chat sur le rapport des jeunes aux élections européennes. Voilà, si jamais vous avez envie en plus de vous lancer là-dedans, je vous laisse. Voilà, vous avez 2 minutes. Waouh, alors c'est très compliqué parce qu'il y a eu d'autres questions aussi précédemment auxquelles j'ai pas répondu et alors il y a beaucoup la place de l'école en fait qui revient, du système scolaire. Effectivement, c'est une dimension qu'on essaie de mieux comprendre. Effectivement, le rôle de l'école que peut jouer aussi l'école dans justement tout ce qui se rapporte à l'intérêt porté pour la politique. Et je pense qu'il y a effectivement alors des compétences, des connaissances qui sont apportées sur le fonctionnement démocratique de la France, bien sûr, ça relève de l'école. Après, il y a aussi tout ce qui relève des débats, de discussions sur des sujets de société, et là où l'école est en fait un peu plus frileuse à aborder. Je pense qu'il y a sans doute des espaces comme ça à créer, des espaces de discussion sur des sujets. Quand je fais des entretiens, notamment avec certains jeunes sur les questions d'engagement sur le climat, par exemple, mais d'autres formes d'engagement, ils me disent tous que finalement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout abordé dans le centre scolaire. Les sujets de société ne sont pas du tout abordés, la campagne électorale n'est pas du tout abordée, et pourtant, il y a beaucoup d'attentes là-dessus de la part des jeunes. Donc, je pense que si on veut créer davantage d'appétence, de compétences, je pense que ça passe aussi, sans doute, par une école qui est moins frileuse pour aborder ces sujets de société, sans doute. Après, sur la question européenne, alors effectivement, il y avait eu des surprises en termes d'abord de participation de la part des jeunes, en termes de tendance politique aussi. Et donc, tout ça pour dire que finalement, on a toujours beaucoup de difficultés, mais encore plus aujourd'hui, à anticiper des résultats électoraux, à anticiper aussi la question de la participation électorale. Donc là, je ne pourrais pas trop me prononcer sur ces questions-là, sinon pour dire que finalement, cette jeunesse contemporaine, elle est tellement atypique par rapport à celle qu'on connaît que même les sondeurs, que je ne suis pas, hein, mais même les sondeurs ont du mal finalement à prévoir ces comportements politiques. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense, sur lequel on peut, en tout cas les élections européennes, peuvent amener à réfléchir. En tout cas, ça déjoue certains pronostics et on verra pour ce qu'il en est de la présidentielle. Merci beaucoup et puis merci pour votre présence ce soir. Je vous passe la parole, Yanis, pour réagir aux dernières interventions et puis et aussi votre conclusion aux échanges en même temps. Et puis Yann conclura définitivement ce webinaire. Alors, pour revenir, par exemple, au niveau européen, on a vu que cette implication politique chez les jeunes, elle est très particulière, comme l'avait dit M. Lardeux. On sait qu'en 2016, si je ne me trompe pas, je crois que un Européen sur 2 a voté aux européennes. On a quelque chose qui a explosé complètement au niveau des jeunes parce qu'en même temps, il y a une logique coercitive qui s'est créée, une logique de regroupement qui s'est créée.
surtout au niveau de l'écologie. C'est une des rares questions qui est devenue extrêmement importante, par exemple, dans la banlieue. On sait que d'abord, les premières questions d'écologie sont apparues dans les classes les plus aisées pour arriver progressivement dans la classe moyenne. Et on a vu une explosion de cette question dans les classes populaires. Et donc, au final, on a pas une plus grosse confiance, mais on a une tentative d'essayer de gérer ça au niveau européen par les jeunes, en se disant que, bon, on nous a dit qu'il faut faire ces petits mouvements, mais on a tellement un si gros problème qu'il faut arriver à un niveau européen. Donc, il y a une grosse question qui s'est mise en place au niveau européen. J'en ai pris preuve un mouvement qui s'appelle Understanding Europe, qui est un mouvement de jeunes qui est au niveau tout européen, mais pas que l'Union européenne, mais le continent européen, et qui pose ces questions-là et qui pose des questions au niveau de l'environnement. Et donc, ce serait, comment dire, pour recréer ce lien de confiance, au final, les jeunes l'ont déjà essayé de le recréer eux-mêmes. Comme dans une des premières questions, une des toutes premières questions de la dernière série avec les politiques sur le lien de confiance, il est déjà en train de renouer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Les jeunes tentent de rentrer dedans, mais n'arrivent pas à avoir cet impact, plus que l'État ou la sphère étatique ne répond pas. Et donc, on trouve que le problème, c'est pas seulement les jeunes, c'est un mouvement, c'est un groupe, c'est un problème qui est institutionnalisé et dont la seule réponse possible, c'est pas juste une simple écoute, mais une refonte de l'intégration des jeunes. Certains proposeraient le vote à 16 ans, d'autres une meilleure intégration. On n'a pas vraiment de solution magique qui apparaît. Bien sûr, c'est la politique, il n'y a pas de solution magique en politique. Mais voilà. Et pour conclure très rapidement sur le propos et le débat, je pense que vraiment l'intégration des jeunes, et surtout l'intégration des jeunes dans la politique, elle doit se faire au niveau d'abord local. Les stratégies top-bottom ont eu monopole sur les 20 dernières années. Et au final, elles n'ont pas eu de grande réussite. Il faut vraiment essayer l'inverse, donc bottom-top, et trouver une solution à part. Merci beaucoup. Et Yann, pour conclure. Mais en réalité, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qui vient d'être dit. Ce n'est ma frustration, parce que j'aurais bien voulu en savoir plus sur le conseil intergénérationnel que je crois que c'est Laurence Moller nous a parlé. Non, je n'ai pas d'autre chose à rajouter, si ce n'est que je suis quand même content de voir qu'il y ait autant de monde quand même qui s'intéresse à la jeunesse, et c'est déjà un premier pas. Et je pense que vraiment, s'il fallait retenir quelque chose, c'était vraiment leur faire confiance aux jeunes, et aussi leur donner confiance pour qu'eux-mêmes puissent s'engager et prendre des responsabilités et bouger eux-mêmes leur ligne. Merci beaucoup Yann. Laurence Moller, on vous demande quelle ville. C'est la ville de Bar, c'est ça? C'est sur Strasbourg? Oui, c'est la ville de Bar. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Donc, c'est sur la ville de Bar. Et puis, écoutez, dans tous les cas, voilà, il y a une frustration, mais on devrait se retrouver, en tout cas, si vous voulez continuer un peu ces échanges et cette réflexion, donc fin mars, avec un deuxième webinaire sur justement vraiment aller voir quel est l'engagement actuel des jeunes dans les structures institutionnelles, représentative et participative, et pourquoi pas, Laurence, je reviendrai vers vous, mais vous proposez de dire un peu ce qui se passe sur votre territoire. Ça pourrait être intéressant de développer en tout cas un peu plus pour pas en rester là. Et puis, il y en aura une dernière session plutôt fin mai sur les jeunesses et les nouvelles formes d'engagement. On en a déjà parlé un peu, par exemple, notamment sur les grèves et les manifestations pour le climat, etc. Voilà, un peu s'interroger sur ces nouvelles formes d'engagement. Et puis, nous, on fait aussi des comptes rendus de ces échanges, et puis on essaiera à la fin d'avoir une petite note récapitulative de tous ces échanges et de ce qui se passe qu'on pourra partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à participer. Merci pour vos questions et vos témoignages. Et puis encore merci Laurent, Yann et Yanis pour votre présence et votre temps ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée.